Merci beaucoup Marie-Geneviève, merci beaucoup Michel Pouech pour vos interventions toutes deux très, très intéressantes, très passionnantes, qui appellent beaucoup de questions bien entendu. C'est ça le problème. Donc bon, moi j'ai beaucoup de questions, mais je vais laisser la discussion prendre avant de... Peut-être pour commencer une réaction, peut-être Marie-Geneviève, à la deuxième intervention. Oui, il y a beaucoup de points où je suis complètement d'accord avec l'analyse proposée. J'ai tout de même un point d'interrogation qui est le fait que la technique elle-même, la notion de technique n'a pas été déconstruite. Or, je pense que c'est important pour ne pas précisément tomber dans le clivage des technophobes et des technophiles. Puisque vous l'avez bien d'ailleurs expliqué par la suite, nous pouvons tout à fait être en faveur, surtout lorsque nous avons des problèmes de santé, au développement des techniques dont nous allons bénéficier, et nous en sommes très contents. Par contre, on peut s'opposer à un autre objet technique voilà, qui nous est suggéré. Donc, qu'est-ce que c'est que la technique? Certains vont définir la technique par des objets techniques. D'autres, je pense à Jacques Ellul, vont parler davantage d'une efficacité, c'est-à-dire d'une manière d'être avec quelque chose où on en recherche toujours l'efficacité. Et de ce point de vue-là, tout est technique. Tout devient technique. Si nous sommes toujours dans une recherche d'efficacité lorsque nous nous rapportons à quelque chose, quoi que ce soit, nous sommes dans un rapport que l'on peut, dans ce cadre de pensée-là, qualifier de technique. Donc, je trouve que le clivage technophobe et technophile sert aussi peut-être certains agendas cachés qu'il s'agirait d'ailleurs de préciser. Je n'ai pas ici les précisions à apporter de manière pertinente, mais je pense que ça participe aussi de certains récits de pensée dualistes, de pensée qui nous demandent soit vous dites oui ou vous dites non, alors qu'il y a une complexité dont il faut rendre compte et qui nous permet d'avoir des positions beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus nuancées aussi à l'égard des objets techniques et de pouvoir ici dire non et là peut-être oui, mais sans rejeter, je dirais, le bébé avec l'eau du bain, ce qui est un peu la tentation. Donc voilà quelle est à chaud ma première réaction à l'égard de cette analyse que je trouve par ailleurs très, très pointue et très riche. Merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public? Des réactions d'ailleurs, c'est pas obligé que ce soit des questions, ça peut être des commentaires. Evelyne, Mana. Je pourrais juste te poser c'est pas encore une question, c'est pour essayer de vous faire préciser l'articulation de votre raisonnement donc sur les troisième et quatrième points de butée quant à la formulation. Alors, il y avait, finalement, vous sembliez réfuter l'accélération. Alors, c'est pour ça que je serais très intéressée si vous me noyez sous les références, parce que j'imagine que vous avez beaucoup fait de raccourcis, même dans l'explicitation de votre raisonnement. Parce que moi, ce que j'entends en traduisant de façon encore plus raccourcie, c'est finalement il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas d'accélération tactique, il n'y a guère que l'accélération numérique. Enfin, là aussi. Et vous disiez qu'est-ce qu'on a accéléré, qu'est-ce qui a accéléré? Alors là, j'ai envie de dire des phénomènes majeurs qui nous concernent. C'est plus l'accélération technique, mais des phénomènes majeurs qui nous concernent vont à une échelle de temps. On parle d'anthropocène. Il y a peut-être un autre agenda caché. Vous allez me dire que l'anthropocène, c'est un agenda caché marxiste. En tout cas, on est concerné par des phénomènes qui vont s'accélérant, à l'échelle humaine. Donc, je n'ai pas compris l'objet de quand vous sembliez réfuter le terme d'accélération. Donc, qu'est-ce qui accélère? Si, c'est peut-être très bête, j'ai peut-être mal compris. Et l'autre, je vais m'en prendre à la vulnérabilité comme à un paternalisme. Donc, vous avez postulé que le fait que nous nommions le mot vulnérabilité était d'emblée une posture paternaliste. Et ça, j'ai pas compris. En fait. Donc, c'était les deux points où j'ai pas compris. Par ailleurs, je suis très séduite, très intéressée, par vos livres. Donc je me demande qu'à avoir des références et à réfléchir. Non, je n'ai pas pris ça comme votre intervention comme confrontationnelle. Je vais répondre ultra brièvement et ultra longuement en mail, si vous voulez. Alors, sur le premier point, ce que je veux juste dire, l'idée de base, théorique,
c'est accélération n'est pas une notion très intéressante, parce qu'elle est facile à fabriquer, elle est facile à déconstruire, et elle est toujours instrumentalisée. Vous allez pouvoir montrer qu'il y a des choses qui s'accélèrent, d'autres qui ne s'accélèrent pas, et je voudrais bien une chose concrète. Prenons une chose concrète, pas une anthropocène, pas une chose concrète. Prenons quelque chose de concret, regardons si ça s'accélère. Mais j'ai aucun problème à dire que le numérique accélère beaucoup de choses. Le numérique accélère incroyablement ma relation avec ma banque et plein de choses. Mais il n'y a pas dedans le thème philosophique posant problème. C'est neutre, c'est un facteur neutre. Et on va pouvoir poser des problèmes ou pas selon le référentiel qu'on va dire. Si on est dans un référentiel technophobe en général de surveillance, si on est dans un référentiel de potentiel de création de richesse économique, ça va être positif. Je crois que juste, elle n'est pas fonctionnelle, la notion d'accélération. Il y a plein de choses qui s'accélèrent. Mais là, je crois qu'on n'a pas le temps parce qu'il faut prendre un cas concret et regarder où l'accélération pose problème. Et ça, je crois qu'on peut vraiment le Quand on parle de réchauffement global, enfin de changement climatique global, par exemple, si on accepte ce que propose le GIEC, est-ce qu'on peut pas parler d'accélération très concrètement? Le concret ordinaire, oui, il y a une accélération. Ça nous concerne. Enfin, je veux dire, pour moi, vous, bien sûr, vous et moi, oui, parce qu'on appartient au 1% de l'élite intellectuelle des pays occidentaux et au 0,1% de l'élite intellectuelle de l'humanité. Mais les 80%. Enfin, oui, je fais de l'éthique environnementale, je suis très mobilisé, j'ai des témoins peut-être dans la salle. Non, je suis très fou, mais c'est pas, vous ne m'accusez pas, mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fond. Il y a un problème, mais ce n'est pas cette accélération. Il y a un gros problème du climat, mais je crois qu'il ne faut pas le poser en termes d'accélération, sinon on tombe dans un catastrophisme, et donc dans quelque chose dont je peux vous dire tout de suite à quoi ça va ressembler, qui va le dire, et qu'est-ce qu'il va dire, où c'est totalement téléphoné. Donc je crois juste que la notion d'accélération n'est pas nécessairement... et pas opérationnel, on peut pas en faire quelque chose. Le problème du climat n'est pas un problème d'accélération. Juste peut-être sur l'accélération, on ira sur la vulnérabilité, peut-être un commentaire par rapport à ça, et pour revenir à Rosa, qui est ni technophile, ni technophobe d'ailleurs, qui refuse cette distinction. On l'a fait venir à Lyon pour une conférence où on lui a posé précisément cette question, et la question qu'on lui a posée, c'était « Est-ce que la technique peut être mise au service de la lenteur ?» C'était une provocation, c'était un retournement de sa pensée pour le provoquer. La réponse est évidemment oui, et c'est pour la raison pour laquelle il est très mobilisé dans tous les mouvements low-tech, de basse technologie, notamment la référence c'est Philippe Biwix, le dernier livre, l'âge des low-tech. Donc je rejoins vraiment moi ce dépassement de ce couple binaire finalement très peu opérationnel entre technophile et technophobe, dans lequel Rosa ne s'inscrit pas. Et effectivement, il y a une déconstruction de la technique qu'il faut faire pour savoir effectivement dans leurs implicites, dans les rapports de force qu'ils créent, si elle est au service d'un usage ou si elle est au service d'autre chose. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et quand on dit face à l'accélération technique, c'est pas face à la technique, mais c'est face à ce phénomène de l'accélération dont une des dimensions est l'accélération technique. Et là, je crois qu'il faut bien comprendre Armut Rosa, parce que sinon on comprend pas sa théorie de l'accélération si on ne met pas en lien l'accélération avec ce qu'il appelle, lui, le taux de croissance. Là, je parle de l'accélération technique. C'est-à-dire que, évidemment, que parler d'accélération comme ça, c'est pas opérationnel et ça n'a pas de sens. Par contre, si on le met en lien avec un phénomène qui, lui, est politique, économique et social, qui est la croissance, qui parfois, on parle parfois de progrès, mais derrière on parle de croissance, là ça devient intéressant. Parce que qu'est-ce qu'il décrit ce qu'on appelle le phénomène de la famine temporelle, et vous l'avez décrit sous forme d'ironie. On a finalement, en fait, non, on n'a pas plus le temps aujourd'hui grâce à la technique. Pourquoi? C'est le phénomène de la famine temporelle, c'est que à mesure où le taux d'accélération augmente, où on accélère, et ça c'est très, très concret, c'est-à-dire pour faire la même tâche avec un ordinateur, par exemple, je peux envoyer un mail en quelques secondes. Lorsque j'ai pas d'ordinateur et pas de mail, je fais une lettre et je l'envoie, je prends beaucoup plus de temps. Donc pour faire, même si c'est pas exactement la même tâche, mais on peut le dire sur le déplacement, pour aller d'un point A à un point B, voilà, moi je fais régulièrement le trajet Dijon-Paris, je mets 1h30, si j'avais pas le TGV, donc cet outil technique qui me permet d'aller plus vite finalement, et la référence ici c'est la vie sans TGV, c'est-à-dire la voiture, le cheval, et puis peut-être, voilà, on peut aller plus loin. Du coup, l'accélération, ce taux d'accélération qui peut être mesuré, je suis désolé, on peut le mesurer, il faut le mettre en lien avec le taux de croissance, c'est-à-dire la quantité de choses que l'on fait
dans le même laps de temps. Et Rosa dit, si le taux d'accélération est corrélé au taux de croissance, on ne gagne pas de temps. Et la technique, on est aliéné par la technique, par le fait en fait qu'elle nous permet certes de faire les choses plus vite, mais en fait le résultat c'est qu'on fait plus de choses. Et donc le problème c'est pas la technique, parce que la technique elle pourrait nous libérer, c'est grand récit marxiste de gagner des gains de productivité grâce à la technique pour libérer. Aliéné par la technique. Et vous expliquez que, excusez-moi, quand vous avez votre ordinateur dans votre TGV, moi personnellement je me sens bien, je suis aliéné par la technique. Non, c'est pas ça qu'il dit Rosa. On n'est pas aliéné par la technique. C'est ce que vous venez de dire. Non, la conséquence de la corrélation de l'accélération technique et du taux de croissance fait que l'on peut être dans un état d'aliénation, pas à la technique. Puisque la technique, elle peut nous libérer. On est aliéné globalement. Et c'est d'ailleurs ce que disait Marx. C'est-à-dire que la technique, elle peut évidemment nous libérer. La technique, pour le travailleur, les gains de productivité, c'est éviter l'esclavage du corps, c'est permettre aussi le temps de loisir, etc. Bien évidemment, c'est une technique très, dans vos termes, très technophile en fait. Le récit marxiste est très technophile. Bon, il faut après, voilà. Je pense qu'il faut peut-être nuancer vos catégories pour aller peut-être plus dans ce que veut véritablement dire ce concept d'accélération qui, me semble-t-il, est très opérationnel. Voilà. Une remarque, c'est que la situation s'arrange, c'est que si, je vois peut-être d'autres causes et je n'ai pas compris, mais si c'est le TGV par sa vitesse et l'ordinateur par sa vitesse qui produisent de l'aliénation, la solution est évidente et très simple et accessible à tous. On arrête de prendre le TGV, on arrête d'utiliser l'ordinateur. Ce qui serait stupide. Dans l'état actuel. Parce que ce serait bien de ne pas être aliéné. Non, parce que c'est pas la technique qui aliène. C'est la corrélation de la technique et de ce que... Alors là, je ne comprends pas. La corrélation de la technique avec la croissance et aliène, je comprends pas. D'accord. Je vais y réfléchir. Oui, mais c'est tout Rosa, donc c'est tout expliqué. Par contre, je comprends ce qu'on fait avec un ordinateur, ce qu'on fait avec un TGV, et qu'on fait de plus en plus de choses, et qu'on produit éventuellement de la croissance économique, et donc un pouvoir d'achat supérieur pour la majorité. Alors ça, c'est vraiment des présupposés, effectivement, le fait que la croissance économique crée du pouvoir d'achat, etc. Après, il faut le redistribuer. Voilà. Non, mais c'est pas une question de redistribution, là. Mais bon, là, on est vraiment, effectivement, et c'est là où la théorie critique est importante, parce que c'est une théorie politique, et donc elle n'est pas naïve sur le système. Lorsque l'on utilise Facebook, c'est pas simplement un bon ou un mauvais usage de Facebook, c'est que derrière Facebook, il y a le data mining, il y a la gouvernementalité algorithmique. Derrière Facebook, il y a des intérêts financiers qui se chiffrent à des milliards. C'est pas je vais apprendre à mon enfant ou à mieux utiliser Facebook. Non, à pas l'utiliser. Ou à pas l'utiliser. Vous voyez, un technophile n'est pas quelqu'un qui utilise toute la technologie de manière stupide. C'est quelqu'un qui, a priori, essaie d'en faire quelque chose, et par exemple trouve de bonnes raisons, celles que vous avez dites, y compris les éléments économiques et politiques, pour ne pas utiliser Facebook. Je n'ai pas de page Facebook. J'essaie de persuader les gens de ne pas utiliser Facebook. Bon, du coup, on arrive à trouver des points d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y avait la vulnérabilité. La vulnérabilité, oui. Sur le paternalisme, le lien que vous avez fait, automatique, c'est vrai. C'est un discours, c'est que dans la littérature, vulnérabilité est un marqueur d'attitude paternalisée. C'est le problème d'angle et de présupposé. Le même problème que vous formulez en termes de vulnérabilité, reformulez-le en termes d'autonomie. Et vous allez glisser sur une autre pente. C'est juste, toute ma stratégie est de dire, faisons attention aux notions qu'on utilise, parce qu'elles nous entraînent sur des pentes. On peut aller sur les pentes qu'on veut, on peut descendre la colline par les deux côtés, en gros. Parce que je persiste, malheureusement, pardonnez-moi, ça fait longtemps que j'y travaille et je suis toujours sur cette idée-là, à croire qu'il y a une distinction entre technophilie et technophobie comme attitude fondamentale. Je vois tout de suite chez quelqu'un s'il est technophile ou technophobe. Il y a même des tests, si vous voulez des tests là-dessus. Un technophile, c'est quelqu'un qui dit qu'il est technophile. Et un technophobe ne dit jamais qu'il est technophobe. Un technophobe dit typiquement la différence entre technophile et technophobe est trop simple, elle ne marche pas, il ne faut pas l'appliquer. Ça, c'est le meilleur test du technophobe, il marche à tous les coups. Selon vos critères. Que vous avez proprement définis. Mais ça fait très longtemps que je le teste dans un certain nombre d'endroits et il a un bon taux de confirmation empirique. L'autre test pourrait être un technophobe, c'est quelqu'un qui n'utilise pas la technique et qui en est complètement allergique. C'est quelqu'un qui n'a pas de téléphone mobile. Il y en a dans cette salle ? Non. Qui n'a pas donc il n'y a pas beaucoup de technophobes. Oui, justement. Le problème, c'est qu'ils ont des téléphones mobiles et ils sont technophobes. Et ils passent toute la journée sur leur ordinateur à expliquer à quel point l'ordinateur est un outil d'aliénation. Et là, moi, je vois un problème ordinaire, matériel.
Ouais. Et alors sur la vulnérabilité, sur la question de la vulnérabilité, il faudra qu'on partage les sources parce que il y a justement, je crois, et peut-être Marie-Geneviève pourra peut-être approfondir ça, mais il y a deux conceptions de la vulnérabilité. Une qui est paternaliste, effectivement, hein, voilà, effectivement, une sorte où on confond finalement vulnérabilité et fragilité, enfin, une sorte de posture que Corinne Pelluchon appelle misérabilisme, enfin, où finalement on voit que la vulnérabilité de l'autre, il faut vraiment lui venir à secours parce qu'il est tellement vulnérable. Et notre type de vulnérabilité, justement, qui est ce concept, vraiment le concept, j'allais dire, le plus concurrent à celui d'autonomie, qui est une vulnérabilité existentielle, dans le sens où c'est la condition de tout le monde. C'est la condition des écosystèmes, c'est la condition des sociétés, c'est la condition de l'homme. Et donc c'est une force. Et cette vulnérabilité-là, je l'entretiens pour moi, parce que je sais que je suis vulnérable, et donc il faut que je prenne soin de moi, parce que je suis vulnérable. Et il faut que je prenne soin aussi des autres, parce que je les sais vulnérables, pas parce qu'ils ont des étiquettes de vulnérabilité, et parce que je veux prendre pouvoir. Est-ce que c'est bon? On a dépassé de 5 minutes, mais je crois que ça valait le coup. Merci encore à nos organisateurs. Non, pas du tout. J'ai des